Parler ici d'Henri Calais, c'est un peu évoquer la part secrète que chacun porte au fond de soi. Ce fleuve obscur qui charrie pêle-mêle les mensonges, les hantises et les petits arrangements avec sa conscience. Humain, trop humain. Voilà Calais. Avec un signe distinctif néanmoins, en majesté, un talent littéraire hors pair, un ton, une patte immédiatement reconnaissable qui le situe d'emblée parmi les écrivains les plus originaux et les plus prolifiques de la première partie du XXe siècle. Oui, chez Calais, tout est affaire de cœur. Cette maudite Compassant, d'abord, qui palpite dans sa poitrine et qui lui joue tant de mauvais tours avant de s'arrêter ici, avance à l'ombre des Bahuts, un soir du 14 juillet 1956. Une légende tenace veut que l'écrivain s'éteignît en épectase, en faisant l'amour, comme le président Félix Faure, comme le cardinal d'Amelou, ou le pur sang Ourasi dans son paddock, en faisant l'amour. Ah, la belle issue. Hélas, la vérité est tout autre. Henri Calais était bien trop fatigué, harassé, quand il est arrivé à Vence. Par une vie accidentée, une vie douloureuse, on peut difficilement imaginer la moindre gymnastique sensuelle d'Henri Calais avec sa partenaire. Son cœur s'éteignit comme une chandelle mouchée, voilà tout. Ah, la vie d'Henri Calais, connue de grands moments, mais aussi de fichus quarts d'heure. Une enfance à la pierre ponce, écartelée entre des géniteurs volcaniques, une kyrielle de petits métiers pour joindre les deux bouts, une vie de patachon soudain en Amérique du Sud, des amours intermittentes, des succès littéraires mitigés, mais des amitiés salutaires qui le tinrent longtemps jusqu'au bout à fouler. Aux côtés de Paul Gaden, d'Emmanuel Bob, de Jean Reversy, de Pierre Herbart, de Georges Hénin, de Raymond Guérin, il bénéficie aujourd'hui d'une seconde chance, une sorte de revie littéraire, grâce à l'acharnement d'une tribu de libraires, d'une noria de lecteurs gourmands de livres délaissés. Les éditions du Dilettante, du Castor Astral, du Tout sur le Tout, d'Imaginaire en poche chez Gallimard, les Cahiers rouges chez Grasset, contribuèrent à la résurrection de ce compagnon de Bouscaille, ce riverain de nos angoisses, ce confident des petits matins mal ajustés. Notre cousin, quoi, notre frère. La postérité est une dame capricieuse. Pourquoi retient-elle ton Raymond Radiguet, Louise de Villemorin ou Pierre Benoît? Et laisse-t-elle dans l'oubli Gaden, Louis Guillou et justement Monsieur Henri? Les écrivains qui ont du mal à joindre les deux bouts ne déclenchent que rarement des adhésions spontanées, surtout lorsque leur œuvre se présente sous forme hybride. Oui, hybride.
voilà qui qualifie Calais. À mi-chemin des mémoires, de la chronique, du roman, quand ce n'est pas un Niagara de papier journalistique. Calais demeure l'inclassable. Une mosaïque de sentiments contradictoires l'habite, dominée par la générosité et la compassion. Un monde plus cocassement absurde que foncièrement hostile, borde ses jours et ses nuits. La jeunesse, dit-il, j'ai un peu oublié ce que c'est. Pendant longtemps, j'ai tâché de rattraper la mienne, tel un chien qui se mord la queue. Peut-être Calais est-il seulement un gosse en viager, à qui il manquera toujours un peu de moustache pour devenir adulte. Paris, Paname, Pantruche s'impose vite comme sa principale maîtresse. En poudre, en grain, en drap, des trognons de lignage personnel, des lambeaux d'histoire collective frémissent sous des slogans lumineux sous sa plume. La capitale lumière s'affiche tout entière à la devanture d'une épicerie buvette. Le Sébasto déroule sa fatigue, les colonnes Maurice montent la garde, les fontaines Wallace jouent à saute-mouton. Carrefour Bavin, les ombres des terrasses se font plus petites, boulevard des Batignolles, les carlingues des Limousines paraissent plus brillantes. Il y a des quartiers où tout randonneur est un héros en puissance, d'autres où le flâneur est un coupable en rémission. Dans les allées de Montsouris, sous les frondaisons de Luxembourg, les odeurs des écorces sont plus durables que les parfums des passants. Calais note, Calais consigne, Calais témoigne. Il ne cesse de tenir le journal de bord de ses dérives intramuros. La vie de cannibale, la vie de volubilis donne un sens à la fuite des jours. Des rames de bitume transitent par la peau du piéton, d'autres par ses méninges, par ses coronaires. Un vent coulis fait claquer les étendards au fronton des édifices. Jamais un écrivain n'a été plus viscéralement, fusionnellement avec le cadastre urbain chevillé que M. Calais, fantassin du pavé, troubadour, arrondissementier. Je vais vous lire un extrait de La Belle Lurette, qui est le premier livre publié par les éditions Gallimard, donc un livre d'Henri Calais qui a été accueilli, le manuscrit, par Jean Paulhan, qui était l'éminence grise, le directeur littéraire à l'époque des éditions Gallimard. Donc, premier ouvrage, c'est La Belle Lurette, c'est l'enfance d'Henri Calais. Je fus précoce. Sur la fin de ma 3e année, j'étais déjà exhibé par mon père dans tous les bistrots de l'endroit. Il y en avait. Ici sur les tables de marbre, je braillais « Vive la sociale, mort aux vaches !» Les copains exultaient, et c'était chaque fois une tournée générale, dont une petite grenadine pour moi. Mon père, tout fier de son système d'éducation, recevait les félicitations avec un sourire modeste. Il était socialisant, mon père. Il avait participé à l'agitation des rues dans les jours de l'affaire. Du bon côté, naturellement. Nous étions inséparables et faisions de grandes balades. Les pieds se posaient sur les trottoirs clairs, sans bout des avenues larges des quartiers chics. Les miens, pareils à 2 boules. Les siens, longs dans des chaussures noires qui n'étaient pas à son pied et dont le dessus était crevé au rasoir pour l'aisance des orteils. Il me conduisait par la main, en racontant à hauteur d'homme, loin de moi, des histoires sans queue ni tête que je n'écoutais pas, tout au jeu des yeux fermés pour voir des clartés étranges et orangées. Je disais que je regardais mon sang et les enfants me comprendront. Ce n'étaient pas des promenades sans but, non. Mon père me déposait sur un banc, s'asseyait à mon côté et toussait pour fendre les armes. Avec moi, avec son allure intéressante de type qui ne fera pas de vieux os, il a pâté. Le coup était immanquable. La bonne âme venait souriante. « Oh, le joli petit garçon !»« Pas un rond pour lui acheter du lait !» exhalait mon père entre 2 quintes et assez sévèrement. En fait, c'était pour son tabac qu'il aimait frais, c'est-à-dire ni trop humide ni trop sec. Alors que de la sorte nous nous amusions, ma mère, tout rideau tiré, travaillait. Elle fabriquait de la fausse monnaie, des pièces de 20, de 40 sous. Une industrie peu lucrative et pleine de périls. Travaux forcés à perpétuité pour le contrefacteur. C'est écrit sur tous les livres. L'écoulement était malaisé, quoique l'exécution fût, il faut le dire, soignée.
Le son, le poids, tout s'est trouvé. Seulement la pièce enfermée le soir dans le tiroir-caisse en sortait noire le lendemain matin. Il ne fallait pas exagérer. Le samedi soir, nous ne manquions jamais le café-concert. Le troupier, la divette, le fin 10 heures, passés sous un feuillage raide d'allure de printemps, après être mis pour détailler le couplet au pied de l'escalier de pierre, le plus bel effet décoratif et tremblant, parce que peint sur une toile de fond. Suivant que l'on parlait à son âme ou à ses organes génitaux, le public mâchait tristement des fleurs bleues. L'œil humide, ou frottait furieusement sur la banquette trop dure, son gros derrière, comme s'il eût été dévoré par des petits vers. À cette époque de ma vie, le mien en était plein. Les dames sensibles se laissaient aller à des incontinences d'urine dans les linges. Le rire aux larmes, oh là là, on redemandait des bottes tièdes. À la longue, nos émotions devenaient malodorantes. Et l'atmosphère se chargeait de senteurs. Forte entre toutes était celle des mégots écrasés, des aisselles et des entrejambes. De plus, nous ne changeons la chemise hebdomadaire que le dimanche matin, le lendemain. Ce spectacle finissait bien par le type livide à la lavalière noire qui, les poings serrés et le talon vengeur, nous traitait de ventre creux et de paria. Nous exigions son grand succès, peuple des faubourgs, debout. Et là-dessus, nous partions contents. J'ai constitué peu à peu un répertoire sans bergère ni petit mouton. J'aimais la grosse Mélie du faubourg Saint-Martin, une chanson vécue, et Maria, la terreur des Batignolles, vécue aussi, mais amère. Ça continuait, en vendant le bonheur, etc., et sème le malheur. Héron, petit patin. Les dimanches des étés, mon père mettait son chapeau de paille, et il ornait le col de sa chemise d'un beau bouton en cuivre luisant, de ceux qu'on nomme à bascule. Ma mère posait sur sa chevelure les 1000 strass de son jeu de peigne. Elle se chargeait du filet plein de victuailles, de bouteilles. Nous allions faire un déjeuner champêtre sur l'herbe jaune et sèche des fortifications qui n'étaient pas éloignées. Après le repas, maman, qui avait déchaussé ses pieds enflés, et papa, qui avait fait sauter les bretelles et déboutonner son pantalon, faisaient une sieste au soleil, pendant que je m'ébattais parmi les papiers huileux et les culs de bouteille et ma joie solitaire. Mais à cette vie agréable et réglée, mon père préféra la rigolade. Il se sentait jeune, avait de l'argent de poche, et il se mit à jouer aux courses, avait des loisirs et se mit à fréquenter les cafés à femmes. En compagnie de voyous de son âge, terreurs, étrangleurs, surineurs, il fit des fugues répétées, et ce fut la fin du petit bonheur. Mauvais temps. Ma mère se fichait un fichu de laine sur les épaules et nous partions à la recherche du volage, du marchand de vin en marchand de vin. À notre vue, incarnation réussie de la désolation, il devenait hargneux. Elle le tirait par la manche. Les appels et ses sentiments profonds, la douceur insistante. Viens donc, mon petit homme, restait sans effet visible. Il redressait sa courte taille et renaclait de sa voix transformée, craquante. Le ton du colloque changeait, montait du blanc de la pâleur au rouge du courroux. Elle lui demandait s'il n'avait pas honte de se saouler la gueule pendant que son pauvre gosse crevait de faim. L'ingénieux chantage. Moi, le pauvre gosse, j'étais placé ouvertement dans le camp maternel et mes petits yeux se chargeaient de blâme. Maman savait s'arranger, créer l'ambiance favorable. De l'attroupement qui se formait près du réverbère montaient des rumeurs approbatives, ce qui l'engageait à persévérer dans l'anathème véhément sous la protection des honnêtes gens. Tout péteux, mon père bafouillait des « ben alors » ou des « mince alors ». Il ne comprenait plus rien et nous rentrions en cortège. La revanche se jouait à la maison, entre quatre murs. Ma mère recevait des coups durs dans sa belle figure. Son petit homme, raffermi, lui lançait en faisant cela des mots orduriers, des mots courts qui, après avoir servi d'insultes, venaient se placer dans ma mémoire. La chambre était traversée de clameurs. Calmé ou lassé,
mon père sortait. Il s'en allait gueuler dans les rues voisines, tout seul, le feu au ventre. On dit de ces gens qu'ils ont le vin mauvais. Maman, les chichis défaits et pendants, géniaient longuement, ployés contre le bois du lit. « Ce n'est rien, mon petit, » disait-elle en tamponnant son visage bouffi et rougi. Elle me souriait et découvrait des gencives saignantes, presque édentées sur le devant. Tous les jours dans notre logement, il y eut des disputes, des luttes. La rue suivait l'affaire avec intérêt et les commerçants me considéraient d'un œil compatissant. J'étais devenu l'enfant martyr du quartier.